Je suis le docteur Souag, maître assistante au service de médecine légale du CHU Oran. Et dans le cadre de l'enseignement à distance, je tiens à vous présenter le cours de droit médical qui a pour titre la responsabilité médicale civile. Et avant d'aborder le cours, je tiens à définir les 3 objectifs pédagogiques relatifs à la compréhension de ce cours. Le premier objectif s'attache à pouvoir faire la différence entre une responsabilité médicale civile, source d'indemnisation ou de réparation, et la responsabilité pénale ou disciplinaire, source de sanction. Le deuxième objectif vise à pouvoir reconnaître les différents types de responsabilité médicale civile qui peut être de nature contractuelle, délictuelle ou administrative en corrélation avec l'exercice privé ou public de la médecine. Le troisième objectif se rapporte à la connaissance de responsabilité sans faute et de responsabilité avec présomption de faute, où la faute est considérée comme présumée, et ces 2 responsabilités sont en rapport avec l'exercice public de la médecine. Après avoir défini ces différents objectifs, je vais aborder le premier chapitre du cours consacré à définir la notion de responsabilité. Au plan de l'étymologie du terme de responsabilité, on retient le verbe latin respondere qui signifie répondre, et la responsabilité est donc le fait de répondre de ses actes devant une autorité judiciaire. C'est-à-dire, pour le médecin, une faute dans l'acte de soin peut engendrer des poursuites judiciaires. Le deuxième chapitre va être consacré à l'histoire de la responsabilité médicale et en particulier son évolution à travers les siècles. Les premières manifestations de la responsabilité médicale remontent à l'Antiquité. En effet, le roi Hammurabi, qui régnait en Irak antique, a établi un code contenant 228 articles de loi, dont 8 sont consacrés à la médecine. Ce roi s'est inspiré de la loi du talion contenue dans la Bible et qui a pour principe œil pour œil et dent pour dent. Une loi considérée comme strictement répressive, c'est-à-dire source de sanctions. 2 des 8 articles consacrés à la médecine, dans l'article 215 et 218. Le premier parle du contrat médical et des honoraires perçus par le médecin s'il guérit son malade. Et le deuxième article, c'est-à-dire l'article 218, stipule que si au cours d'une intervention chirurgicale, le malade décède ou deviendra aveugle, le médecin aura la main coupée en cas de faute médicale, bien sûr. En Égypte antique, sous peine de subir la peine de mort, les médecins sont obligés de suivre une codification de certains remèdes miracles utilisés par les malades et qui sont inscrits par eux au niveau des lieux de culte. Avant le XIVe siècle, c'est-à-dire au Moyen Âge, la médecine a été pratiquée par des religieux qui offraient une certaine impunité aux médecins avec le principe « je l'ai soigné, Dieu l'a guéri ». Et c'est seul Dieu qui décide de la vie ou de la mort d'un malade et non le médecin. En 1804, le roi Napoléon, qui régnait en France, a promulgué des lois sous forme de codes, dont le code pénal, le code civil, le code de procédure pénale et le code de procédure civile, et a ainsi supprimé l'immunité médicale, et c'est l'amorce de la sanction ou de la punition. Et au XIXe siècle apparaissent les premières affaires impliquant la responsabilité des médecins et la fin de leur immunité ou de leur impunité. 3 affaires
de responsabilité médicale ont marqué le début de poursuite des médecins. En premier lieu, l'affaire du docteur Eli, appelé par une matrone pour délivrer une femme enceinte dont l'accouchement s'est révélé dystoxique avec présentation de l'épaule et une procidence de la main droite. Et le docteur Eli, ayant fait le diagnostic d'une mort in utero, a trouvé nécessaire, pour éviter une rupture utérine à la mère, de procéder à l'amputation du bras droit et ensuite du bras gauche pour sauvetage maternel, et à sa surprise, l'enfant ainsi mutilé est né vivant et respirait toujours. Des soins lui ont été prodigués pour arrêter l'hémorragie et suturer les moignons d'amputation. Et bien sûr, après cet incident, la justice a été saisie pour faute médicale et le médecin a été condamné à verser une rente ou une indemnité à vie aux parents. La deuxième affaire est celle du docteur Touré Mouroy, qui a eu lieu en 1835, lequel pratiqua une saignée, une sorte de hijama, et avait au cours d'une technique mal conduite sectionné l'artère humérale de son patient, le sieur Guin, qui a eu pour conséquence l'amputation de son bras. Et la responsabilité délictuelle de ce médecin a été retenue par les instances judiciaires. La troisième affaire qui a eu lieu en 1893 est celle du docteur Laporte, qui au cours d'un accouchement non conduit dans les règles de l'art et en utilisant un matériel non conforme à la pratique obstétricale, aurait occasionné des blessures à sa parturiente et fut condamné pour coups et blessures et de ne pas avoir eu recours à un spécialiste en gynécologie obstétrique. Un siècle après ces trois affaires, une autre affaire surgit dans les annales judiciaires de 1936 par un arrêt dit Mercier. En effet, en 1925, Madame Mercier, atteinte d'une affection nasale, fut orientée vers un radiologue qui avait pratiqué des séances de radiothérapie ayant occasionné une radiothermie de la face avec un dommage physique appelé préjudice esthétique. Les poursuites judiciaires ont retenu l'erreur médicale en 1925 et une première condamnation pour blessure par imprudence en 1931 et un autre procès en 1936 a pu retenir la responsabilité contractuelle du médecin. Et à partir de cet arrêt dit Mercier, un article de loi a été promulgué et est contenu dans le Code civil actuel et qui stipule: les soins doivent être consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Dans notre troisième chapitre, on va aborder le principe de responsabilité médicale portant sur une nette distinction entre deux formes de responsabilité. Une responsabilité source de sanction, et ça concerne la responsabilité pénale qui fera l'objet d'un autre cours, et la responsabilité disciplinaire que je vais aborder au dernier chapitre. L'autre responsabilité objet de notre cours est d'ordre civil, source d'indemnisation, engendrant la réparation pécuniaire d'un dommage subi par le malade du fait d'une erreur médicale. Cette responsabilité indemnitaire peut être soit civile, dans le cadre de l'exercice privé de la médecine, soit administrative, dans le cas de l'exercice public de la médecine. Nous allons aborder maintenant la responsabilité médicale civile au sens propre du terme. L'article 124 du Code civil algérien définit la responsabilité civile et stipule que tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Je m'explique: tout dommage, donc, occasionné à un malade du fait d'une erreur médicale, oblige le médecin à le réparer. Comme exemple, au cours d'une intervention chirurgicale, le médecin oublie par exemple une compresse ou un instrument dans l'abdomen d'un malade.
occasionne un dommage sous forme d'un préjudice dont il est obligé de réparer. On peut dire aussi qu'un praticien est civilement responsable à l'égard de ses malades, c'est-à-dire que ceux-ci peuvent lui demander réparation du dommage qu'ils estiment avoir subi du fait de son activité professionnelle. La responsabilité médicale civile ne peut être établie que par l'association de 3 éléments de preuve justifiés par le malade. En premier lieu, un dommage subi par le malade. En deuxième lieu, une faute commise par le médecin. Et le troisième élément, un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui constitue l'imputabilité médico-légale qui ne peut être établie que par une éventuelle expertise en responsabilité médicale ordonnée bien sûr par une instance judiciaire. Le dommage comme premier élément de preuve peut être soit physique, soit moral. Il est physique quand il entraîne une incapacité totale de travail qui est évaluée en jours et qui est en rapport avec la durée d'inaptitude du malade à effectuer des tâches de la vie courante. Ce dommage physique peut aussi entraîner une incapacité permanente partielle qui s'évalue en pourcentage en rapport avec l'apparition d'une maladie ou d'une infirmité permanente, donc diminution, comme par exemple une diminution ou perte de l'activité d'un membre ou d'un organe, par exemple, du fait de la faute du médecin. Le dommage peut être moral quand il entraîne un préjudice. Ce préjudice est de 2 ordres, soit qu'il est patrimonial, soit qu'il est extra-patrimonial. Quand il est patrimonial, c'est que le dommage est matériel, c'est-à-dire d'ordre pécuniaire en rapport avec des frais versés par le malade du fait de la faute du médecin, ensemble de dépenses médicales et pharmaceutiques pour réparer ce dommage. Quand il est extra-patrimonial, il est engendré par des souffrances physiques, des douleurs, un préjudice esthétique ou un préjudice de perte de chance. Et c'est l'expertise en responsabilité médicale qui permettra d'apprécier la douleur, le prix de la douleur, qui est soit faible, moyen ou important. De même que l'appréciation du préjudice esthétique à l'échelle de 7, qui va de 0 jusqu'à 7, et le préjudice de perte de chance, par exemple en rapport avec la perte de l'emploi du malade du fait de l'inaptitude au travail. Le deuxième élément de preuve que le malade doit justifier est la faute. Constitue une faute l'acte que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent. Donc, on exige du médecin une compétence scientifique. On exige aussi l'obligation de recueillir le consentement qui est précédé d'une préalable information, qui est donc éclairée. L'obligation aussi de donner des soins conformes aux données actuelles de la science et l'obligation de suivi et de surveillance. Le manquement à ces obligations qu'on a citées constitue une faute, d'où le principe d'adresse, de prudence, d'attention et de vigilance pour tout médecin. Le troisième élément de preuve, c'est le lien de causalité qu'on a appelé l'imputabilité médico-légale. Il faut que le dommage subi par le malade soit directement imputable à la faute du praticien. C'est une relation de cause, ce qui constitue la relation de cause à effet. Dans l'exercice privé de la médecine, il y a 2 types de responsabilités civiles. La première, elle est contractuelle et la deuxième, elle est délictuelle. La responsabilité civile contractuelle résulte
d'une inexécution des obligations inhérentes au contrat médical qui se forme entre le praticien et son malade. Sa responsabilité se trouve engagée même si la violation est involontaire, car le praticien qui travaille dans le privé s'engage de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la banque. Il doit remplir certaines obligations relatives au diagnostic et au traitement. En ce qui concerne les obligations relatives au diagnostic, c'est les insuffisances dans l'examen clinique, quand on ne conduit pas bien son anamnèse et son examen clinique. L'absence aussi de recours aux moyens habituels d'investigation, il omet de prescrire des examens complémentaires. L'absence de recours aux spécialistes pour les généralistes. Obligations en matière thérapeutique. Donc le praticien est certes maître de ses prescriptions, mais doit néanmoins limiter ses prescriptions et les employer conformément aux données acquises de la science. Il doit suivre certaines nomenclatures nationales. Le deuxième type de responsabilité civile est la responsabilité délictuelle. Donc, selon le Code civil, l'article 214, qui stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, c'est-à-dire celui qui occasionne un dommage du fait d'une faute, il est dans l'obligation de le réparer. Cette responsabilité délictuelle peut résulter soit d'un délit, soit d'un quasi-délit. Elle résulte d'un délit quand la faute est intentionnelle, c'est-à-dire volontaire. Découle de la responsabilité pénale, comme homicide et blessure involontaire. On prend l'exemple de quelqu'un qui a pratiqué un avortement illégal et a occasionné un dommage à sa parturiente. Donc, il a pratiqué l'avortement illégal, il va être poursuivi sur le plan pénal, sa responsabilité pénale sera engagée, il va être poursuivi en justice, il va être puni d'un emprisonnement, et si au cours de cet avortement, par exemple, il va occasionner une rupture utérine et donc c'est des coups et blessures volontaires, donc il va réparer le dommage. Donc c'est les deux qui vont être deux types de responsabilités vont être engagés, sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité civile délictuelle, inhérente à sa responsabilité pénale qu'il a engagée. Elle peut résulter aussi d'un quasi-délit quand la faute est involontaire. Il s'agit d'une négligence ou d'une imprudence. Négligence comme par exemple l'oubli d'une compresse dans l'abdomen d'une patiente. Maintenant, je vais aborder la responsabilité administrative relative à l'exercice public de la médecine. Donc, l'ordre administratif a pour fonction de régler des litiges qui opposent bien sûr les particuliers à l'État. Quand il y a un litige, dans le cadre de la médecine, quand il y a un litige entre l'hôpital public et un patient. Donc, l'administration est responsable du fait de ses agents médicaux et paramédicaux dans le domaine médical. Et la faute est le résultat d'une inexécution d'obligations relatives à l'acte médical ou chirurgical. Il y a deux types de fautes que les agents publics peuvent commettre. La faute de service, qui n'a pas le caractère d'une faute personnelle, elle est recouverte par l'administration. C'est donc la responsabilité administrative qui est engagée du fait, par exemple, de faute de moyens. La faute personnelle est une faute lourde et grave, elle engage la responsabilité personnelle de l'agent. Donc, il y a la faute de service et la faute détachable du service. La faute détachable du service
quand l'agent commet en dehors de son service, commet une faute en dehors de son service. Par exemple, il est recruté à l'hôpital et il commet une faute dans une clinique privée. Donc, il engage sa responsabilité. L'hôpital ne prend pas en charge l'indemnisation de sa faute et sa responsabilité civile personnelle est engagée. Il est alors jugé par le juge civil comme toute personne privée. Le juge administratif ne juge que l'administration. La présomption, maintenant nous allons voir la présomption de faute dans la responsabilité administrative, c'est-à-dire la faute présumée. La faute présumée est uniquement d'ordre administratif, elle ne concerne pas les agents médicaux. Donc, dans le fondement principal, c'est une faute prouvée pour engager la responsabilité de l'hôpital. Cependant, le juge, le tribunal administratif, a reconnu dans certains domaines une présomption de faute. Lorsqu'un dommage grave survient dans les suites d'un acte de soin courant, le patient n'a pas à prouver qu'il y a eu faute. Celle-ci est présumée. L'exemple de domaine de présomption de faute, c'est les complications, par exemple, après des vaccinations obligatoires et les infections nosocomiales constituent la faute présumée. Ce système de responsabilité est intéressant par le patient car il n'a pas à apporter la preuve d'une faute. Il n'a pas à apporter le lien de causalité, ni la preuve du dommage, ni la preuve de la faute. La responsabilité sans faute en matière d'infection nosocomiale, seuls les établissements de santé sont concernés, ce qui exclut les professionnels de santé. Ils n'auront pas à indemniser une faute en matière d'infection nosocomiale. Il y a aussi la responsabilité du fait de produits défectueux, les produits défectueux fournis par l'administration et bien sûr la loi met à la charge des médecins une obligation de sécurité résultat en matière de dommages subis par un patient dont l'origine se... On va voir maintenant les modalités de réparation inhérentes à la responsabilité médicale civile. Dans le secteur privé, le praticien prend en charge la réparation du préjudice et l'indemnisation est effectuée par les assurances. Dans le secteur public, c'est-à-dire l'hôpital, c'est l'administration hospitalière qui prend en charge la réparation du dommage, sauf si la faute est détachable du service. Maintenant, nous allons aborder la responsabilité disciplinaire qui est, comme la responsabilité pénale, source de sanction. Elle est imposée par l'ordre des médecins qui oblige à la discipline, à la déontologie et veille au bon fonctionnement de la pratique médicale. Le manquement aux règles de la déontologie va entraîner la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire. Cette responsabilité peut être mise en jeu lorsque la responsabilité civile et pénale sont mises en jeu. Les sanctions disciplinaires peuvent être légères ou lourdes. Elles sont en corrélation avec la gravité de la faute du praticien. En effet, ça peut aller de l'avertissement au blâme jusqu'à l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer les fonctions médicales dans le secteur public et privé et la radiation du tableau de l'ordre. Elle ne peut être prononcée que par le conseil régional, jamais par le conseil national. Donc le médecin, en définitive, le médecin est un individu qui peut engager sa responsabilité ordinale vis-à-vis de ses pairs, sa responsabilité pénale vis-à-vis de la société, sa responsabilité civile vis-à-vis du patient ou des ayants droit, et à l'hôpital public, engager sa responsabilité administrative. Si il s'agit d'une faute de service, c'est l'hôpital en tant qu'administration qui est en cause, et si la faute est détachable du service, c'est l'hôpital n'est plus en cause. Et le médecin engage bien sûr sa responsabilité civile personnelle. En conclusion, le médecin a le privilège de travailler sur le corps humain
L'acte médical n'est pas un acte ordinaire parce qu'il est exercé sur une personne humaine. Pour les juristes, le traitement médical, c'est l'empoisonnement. L'opération, c'est les coups et blessures. Le médecin, comme tout homme, doit répondre de ses actes. Le pivot juridique de la responsabilité est la faute. La faute, qui peut être une information tranquille du malade, une négligence, une carence, une omission, une mauvaise évaluation du rapport bénéfice-risque. La faute est bien sûr le diagnostic différentiel avec l'erreur. Le cadre judiciaire est choisi par la victime ou ses ayants droit selon leur souhait. Condamnation du médecin au pénal, dédommagement au civil, les deux pénales avec partie civile et bien sûr, il peut aussi engager la responsabilité disciplinaire. Je vous remercie.